J'appelle Sarah Brillant et Jocelyne Sauvard, qui ont toutes les deux écrit un merveilleux livre sur, naturellement, Simone Veil. Je voulais juste dire quelques mots. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant plusieurs mois, plusieurs années, la regarder sur des centaines d'heures d'images d'archives, écouter ses discours, évoquer ses colères et ses doutes parfois, lire aussi à travers sa bouleversante autobiographie, la lire, mais aussi la rencontrer chez elle, un moment qui restera évidemment personnellement très, très fort. Mais j'ai également eu la chance qu'on me la raconte, qu'on me fasse pénétrer dans l'intimité de ses combats, de ses débats, des moments au plus près qu'elle a vécu en famille, à travers les rencontres aussi qu'elle a pu faire, les moments, et écouter aussi tous ceux qui avaient partagé plusieurs moments de sa vie, dans sa vie personnelle et professionnelle, sa vie politique, mais aussi sa vie intime et familiale. À part Jacques Chirac, qui l'appelait Poussinette, et qui était le seul finalement à pouvoir la prendre par les épaules, à la prendre par le bras, réminiscence de la promiscuité des camps, ce qu'elle ne supportait plus. Tous m'ont évoqué la femme politique volontaire, combattante et déterminée. C'est à elle que nous rendons hommage ce soir, qui évidemment imposait une certaine distance. Mais je voulais également rappeler que Simone Veil était une femme drôle, avec une personnalité très forte. Elle a été également une grande amoureuse qui nous a laissé, au-delà de ses combats, une leçon de vie. Je ne vais pas rappeler ici son parcours, juste vous dire que derrière l'icône qu'elle est devenue à travers ses combats, elle était finalement avant tout une femme, comme vous toutes, comme nous toutes, mais avec quelque chose en plus, une force qui lui a permis de surmonter l'indicible, ainsi que ses blessures personnelles, une force qui lui a également permis de mener les combats qu'elle nous a laissés en héritage et que nous nous devons aujourd'hui évidemment de perpétuer, non pas en tant que femme, mais avant tout en tant que citoyenne et citoyen. Et rappeler aujourd'hui finalement que ces combats sont avant tout, et encore plus, toujours d'actualité. Alors que le débat fait rage, par exemple, et que demain l'Irlande se prononcera par référendum sur la libéralisation de l'avortement, n'oublions pas que ce combat est encore remis souvent en question, ici même en France, par certains responsables politiques. Rappelons également son combat contre l'antisémitisme et pour la paix en Europe, puisque, évidemment, ce combat, elle y pensait en se disant que finalement, ce qu'elle avait vécu, elle souhaitait que cela ne se reproduise pas. Je voudrais juste terminer avec un extrait du discours prononcé par Jean d'Ormesson lorsqu'elle est entrée à l'Académie française en 2010, et rappeler donc ces mots. Vous êtes un modèle d'indépendance. Plus d'une fois, vous trouvez le courage de vous opposer à ceux qui vous sont proches et de prendre, parce que vous pensez qu'ils n'ont pas toujours tort, le parti de ceux qui sont plus éloignés de vous. C'est pour cette raison que les Français vous aiment. Cette admiration, vous la suscitez bien sûr, vous-même, mais dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle. Du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup, en France et au-delà, voudraient vous avoir, selon leur âge, pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Ainsi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeur. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Voilà pour les mots de Jean d'Ormesson. Avant de laisser la parole à Jocelyne Sauvard, je voudrais juste vous dire que, évidemment, il y a cette phrase que m'avait racontée Paul Schaffer, ce jeune garçon de 16 ans que Simone Veil, appelé à l'époque Simone Jacob, avait rencontré à Auschwitz, derrière les grillages d'Auschwitz. Et ce jeune garçon, qui est maintenant beaucoup plus âgé et qui était son ami pendant plus de 60 ans, m'a dit finalement Simone Veil, elle, que la barbarie nazie voulait détruire, elle qui était, selon eux, destinée à mourir, eh bien, elle est devenue immortelle. Donc je voulais juste vous dire que le 1er juillet prochain, au Panthéon, à côté de tous ces grands hommes, eh bien, il y aura une grande dame, et ça sera l'occasion de lui dire merci. Le 1er juillet prochain, Simone Veil entre au Panthéon. Elle entre avec toutes les femmes qui l'ont écoutée, qui l'ont suivie, qu'elle a soignée, qu'elle a guérie, qu'elle a aimée, qu'elle a portée avec la loi qui porte son nom. Elle entre avec tous les enfants venus du bout du monde, de partout, qui sont aujourd'hui dans leur famille. Pourquoi? Parce que Simone Veil a allégé l'adoption. Elle entre au Panthéon et elle va se trouver auprès de Marie Curie,
Victor Hugo, Émile Zola, Schœlcher, tous ceux qui ont défendu les droits de l'homme et de la femme et de l'enfant et la liberté de penser pour vraiment tout le monde. Elle entre au Panthéon et elle va être aussi avec les résistants qu'on a honorés en 2015, avec Geneviève de Gaulle-Antonios, avec Pierre Brossolette. Elle entre au Panthéon et elle va être aussi avec les justes qu'elle a voulu défendre et elle a suggéré à Jacques Chirac et ensemble ils ont honoré les justes au Panthéon, voilà, pas très longtemps. Elle entre au Panthéon, Simone, avec tous ceux qui n'en sont pas revenus, avec d'abord son père André Jacob, sa mère Yvonne, tant aimée, avec son frère Jean. Elle entre au Panthéon aussi avec Milou et Denise, ses sœurs, qui sont, elles, non pas dans les centres d'Auschwitz ou de Bergen-Belsen ou de Lituanie, mais qui sont dans leur sépulture. Et Simone n'a jamais quitté sa famille parce que sa famille est restée dans sa tête et dans la nôtre. Elle entre au Panthéon aussi, Simone, avec tous ceux qui ne sont pas revenus, ses camarades, les camarades de la Goya qui étaient avec elle, celles qui écoutaient Les Pieds dans la neige, l'appel du lagueur, les petits-enfants qui étaient à Auschwitz, à Bergen-Belsen. Elle entre au Panthéon avec tous ceux qui ont fait une Europe réconciliée grâce à elle. Elle entre au Panthéon aussi avec les femmes qu'elle a défendues, parce que c'est elle qui est la première pour l'Europe à évoquer le viol comme arme de guerre et qui l'a condamné. Elle entre au Panthéon avec toutes celles, toutes les femmes qu'elle a défendues tout le temps, portées jusqu'au bout, en lui laissant un mot d'ordre. Soyez indépendantes, travaillez. Et toutes ces femmes qu'elle a soutenues, qu'elle a portées, elles sont avec elle parce qu'elles soient soumises à des violences dans le monde entier, qu'elles soient enfermées dans des prisons de mots, de toile, de pierre. Simone Veil a pensé à elle et Simone Veil est encore avec nous. Et elle entre au Panthéon avec évidemment Antoine, son mari de longtemps, son mari de toujours, car ce couple a compté 67 années de mariage et d'amour. Donc Simone Veil, elle entre au Panthéon bientôt et elle reste pour nous, pour toujours, hein. Quoi qu'elle fasse, qu'elle fasse, je veux dire, que sa mémoire nous apporte. Elle reste pour nous, Simone Veil, toujours la femme de la situation. Une grande femme chez les grands hommes, mais aussi une rebelle. Une femme qui ne s'est jamais refusée de belle colère. Donc Simone Veil, pour l'éternité.